Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et en ce mois d'août, on va continuer à parler sexe et ou séduction, même s'il y a vraiment zéro injonction là-dessus. C'est important d'être clair et de le répéter. Vous écoutez Mansplaining épisode 94. Messieurs, n'ayez pas peur de parler sincèrement de votre sexualité. Un podcast, slate.fr. Ma troisième invitée de l'été se nomme Anne-Laure Parmentier. Début 2019, elle a lancé le podcast indépendant On the Verge, dans lequel elle invite des hommes à se confier sur leur sexualité. Le podcast est devenu un livre, édité par Robert Laffont, et sorti en avril dernier. Pour replacer les choses, je lui ai demandé de revenir sur la naissance du podcast. L'objectif était pour elle d'offrir un espace intime, et puis elle a réalisé peu à peu à quel point l'intime pouvait être politique, pour reprendre une formule fréquemment utilisée. Comme elle le résume elle-même, Anne-Laure Parmentier est passée du microscopique au macroscopique. Au début, en tout cas, c'était vraiment une vision très micro sur du ressenti avec des proches, des amis, des potes, des connaissances masculines, où effectivement, je sentais qu'il y avait une limite quant à l'expression, en tout cas les terrains d'expression sur la sexualité et l'intimité masculine, que ce soit des hommes que je connais avec qui on discutait sur les réseaux sociaux et qui rentraient très vite dans la confidence, se sentant plutôt à l'aise avec moi et me racontant leur vie perso. Et moi, je suis assez limitée à ce moment-là et je réponds souvent: «Mais tu peux pas en parler avec ta compagne, ou des amis?» Et effectivement, là, tout de suite, le mur, c'est très compliqué d'en parler avec ma compagne, elle ne comprendrait pas. C'est très compliqué d'en parler avec mes amis puisque ce sont nos amis communs et que c'est un peu compliqué d'arriver, leur parler de mes problématiques de sexualité sans évidemment, intégrer ma compagne. Et puis mes amis proches, très proches, avec qui je suis depuis toujours, depuis 10, 15, 20 ans, la bonne pote sur le sujet de la sexualité et des confidences, bon, qui souvent terminent en grosse blague, hein, mais c'est vrai que ça a toujours été, voilà, le rapport que j'ai avec mes amis. On est très vite, on tombe très vite dans nos intimités respectives. Et pareil, de facto, se rendre compte que l'écoute masculine se fait rare. Donc il y a eu cette vision d'abord micro et qui a après effectivement a grandi quand je me suis posé des questions, parce qu'évidemment on est tous en mouvement et on évolue tous sur mon propre féminisme. Qu'est-ce qu'il chez moi évoque, alors avec vraiment cette envie de proposer une parole libre pour chacun et chacune. Et puis effectivement, les choses après ont pris de l'ampleur et je me suis intéressée de plus en plus aux sujets de société sur la masculinité, sur effectivement la chape de plomb qu'il y a sur la sexualité masculine, etc. Et donc ça a pris de l'ampleur comme ça. On n'arrête pas de dire, moi y compris, que les hommes cisgenres ne parlent jamais de sexualité, ou en tout cas pas autrement que sous l'angle de la performance et ou de la domination masculine. Alors j'imaginais qu'il devait être difficile, même dans le cadre d'un podcast qui marche aussi bien qu'On the Verge, de trouver des mecs volontaires pour se mettre à nu devant un micro. Et là, surprise. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. La première saison, la moitié, ce sont des proches. Et j'ai essayé de le faire avec des amis très proches. Et vraiment, je n'ai pas sorti des épisodes parce que c'était des privés de jokes pendant 1 heure, donc ça n'avait aucun intérêt pour les auditeurs et auditrices. Par contre, effectivement, la première moitié de la première saison, ce sont des gens que je connaissais, enfin que je connais, pour certains qui sont dans mon cercle d'intime, mais voilà, ils ont bien voulu jouer le jeu. Mais très très vite, j'ai eu des propositions de participation, de témoignages. Et depuis, c'est exponentiel. J'en reçois beaucoup, 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 beaucoup. De temps en temps, quand des journalistes, justement sexos ont besoin de témoignages, ils me demandent gentiment si j'ai des profils et j'ai souvent des profils à leur proposer, parce que pour m'organiser, parce que c'est vraiment, beaucoup de taf et puis surtout faut pas se tromper parce qu'effectivement les gens se livrent leur histoire personnelle, donc ce serait pas très élégant de ma part de me tromper dans mes témoignages. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un Google Forms où la demande de participation passe par là et après voilà, j'extrais mes tableurs et je peux avoir une vision un peu plus d'ensemble pour effectivement ventiler entre les orientations, les âges, les catégories socio-professionnelles, la provenance, la religion. Enfin, j'essaie vraiment à chaque fois, et c'est vraiment ça on va dire la pierre angulaire du podcast, c'est de brasser le maximum de profils possibles. En préambule de son livre, qui regroupe des témoignages entendus dans le podcast et d'autres totalement inédits, Anne-Laure Parmentier fait le constat suivant. L'un des dénominateurs communs au parcours si varié de tous les hommes qui se sont confiés à elle, c'est la pornographie, qui a joué un rôle souvent très important dans leur façon d'aborder la sexualité ou de faire leur éducation. C'est vrai que la pornographie, dans beaucoup de mes invités, revient en première expérience ou première
on va dire, contact avec la sexualité. Après, moi, je tape pas du tout sur la pornographie parce que je pense qu'elle peut aussi être vécue de façon très saine, que ce soit pour un support d'excitation parce qu'on a envie, parce on n'a pas envie forcément d'aller dans son inconscient et puis tout le monde n'est pas égaux par rapport à la projection mentale. Elle peut aussi, et j'ai des invités qui l'ont dit et c'était très intéressant de l'entendre aussi, notamment je pense à Thibaut par exemple, qui explique à quel point ça lui a permis lui de devenir un bon amant en regardant un porno qu'il a sélectionné. Notamment, il regardait pas mal, il est hétérosexuel, il regardait pas mal de porno lesbien. Et ça lui a permis voilà, de mettre en théorie au début des pratiques sexuelles qu'il avait envie de proposer à ses partenaires. Et surtout, il savait pas comment apprendre. Et ça lui a permis d'essayer de choper les bons gestes, la bonne façon, le bon rythme, etc. Et donc, c'est intéressant parce que pour certains, ça peut et certaines, ça peut réellement avoir un impact positif sur l'apprentissage de sa sexualité. Après, c'est comme tout. Il faut savoir déceler ce qui est bon pour soi et qui ne l'est pas, l'addiction qu'on peut vite avoir en regardant du porno, mais aussi le rapport homme-femme, souvent dans les pornos hétérosexuels qui peut être un peu biaisé, mais homo aussi. Hein. Et au-delà du porno, je pense que c'est la vigilance autour du porno qui aujourd'hui est encore très floue. On n'éduque pas assez les jeunes gens à justement faire attention à la consommation de porno. À aucun moment, moi, je ne pense qu'il faut l'enlever ou la censurer, mais par contre, effectivement, proposer une approche autour du porno, un peu comme on explique que faut pas trop boire pour pas être trop saoul ou que fumer c'est pas bien, avoir des messages un peu de prévention autour de la pornographie, mais pas non plus la censurer totalement. Le problème de la prévention autour de la pornographie, et je le constate lorsque j'interviens avec d'autres collègues de mon lycée lors des séances dédiées à la vie affective et sexuelle, c'est qu'on ne peut en parler qu'à demi-mot. Car comme elle est officiellement interdite aux moins de 18 ans, on n'est pas censé tenir autre chose qu'un discours très policé, très moralisateur. Et à moins de ne pas respecter les règles qu'on nous impose, on passe à côté d'une éducation qui serait pourtant fondamentale. Je connais des parents d'ados, de jeunes gens qui ont 14, 15, 16 ans, et les parents te regardent droit dans les yeux en te disant non, mais alors moi, pas du tout, mon môme, il n'est pas du tout intéressé par ça, lui, son truc, c'est la lecture. Enfin, mon enfant n'est pas encore ado, donc je n'ai pas de leçon à donner, mais de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je constate, aujourd'hui, un ado qui a accès à un smartphone et un ordinateur, il y a des exceptions, évidemment, mais il a accès au porno, évidemment. Et donc ne pas avoir cette discussion avec son enfant, même sans rentrer dans un détail absolu, juste lui expliquer que ce qu'il va voir, c'est pas vraiment la réalité, c'est du cinéma pour adultes, c'est comme des vaisseaux spatiaux ou j'en sais rien, ou enfin, tu vois, des films de fiction, c'est la même chose, c'est du cinéma. C'est pas ça qui existe, mais en tout cas, ça a vocation à faire plaisir aux adultes qui regardent, ou en tout cas aux personnes qui sont actives sexuelles et qui ont envie d'en connaître un peu plus. Mais juste lui expliquer ça, tu vois, t'es pas obligé d'entrer dans des grandes discussions. Rappelons pour tous les parents qui pensent que leur enfant n'est pas comme les autres et que la pornographie ne l'intéresse pas, qu'ils ont peut-être raison, mais que statistiquement, il est quand même très probable qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Écoutez plutôt ce qu'affirmait la journaliste Anne Delabouret, autrice d'un livre sur le sujet, au micro de France Inter en 2019. Si l'on pense parler du porno ou de la pornographie aux adolescents, on est très en retard. Ça fait bien longtemps qu'ils ont vu des images. L'âge moyen de visionnage des premières images pornographiques est autour des 10 ans. Certains disent 11, certains disent 9. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui seront confrontés à la pornographie quand ils ont 6 ou 7 ans. Avec On the Verge, Anne-Laure Parmentier a réussi à créer une atmosphère de confiance pour permettre à ces petits oiseaux effrayés que sont les hommes de pouvoir se confier comme ils ne l'avaient sans doute jamais fait avant. Cela tient très certainement à la qualité de son travail et à son aisance d'intervieweuse, mais je ne peux pas m'empêcher d'essentialiser un peu les choses. Est-ce que le fait qu'elle soit une femme a un impact sur la façon dont ses invités se confient ? Je pense que nous, les femmes, avons quelque chose on reçoit. On a l'habitude de recevoir, c'est en nous. La parole est quelque chose que l'on reçoit souvent, on se confie assez facilement aux femmes. Alors évidemment, après, il y a des hommes et des femmes qui ont des traumas et c'est compliqué, mais il y a quelque chose d'assez d'inné sur cette réception de la parole. D'ailleurs, souvent, enfin, quand moi j'en discute avec mes proches et même avant le podcast, souvent on préfère avoir, tu vois, un professionnel de la santé mentale qui est une femme. C'est plus facile pour certains et certaines. Il y a quelque chose autour de ça, en tout cas, qui a creusé. J'aurais trouvé ça formidable que ce soit un homme qui prennent, tu vois, le pli de On the Verge et qui créent en tout cas cet espace-là. Pour en avoir parlé à d'autres podcasteurs, souvent ils m'ont dit que c'est pas facile de parler entre hommes de ça de façon très détachée. Et le fait est que je sois une femme, je pense que ça enlève en tout cas toute réflexion autour d'une éventuelle compétition ou de comparaison ou choses comme ça.
Donc je sais pas, je pense que ouais, c'est ma condition en tout cas, favorise les échanges, et en tout cas, ce côté j'ouvre le robinet et je lâche tout. Oui, mais alors, les podcasts, ça va bien 2 secondes, mais comment on fait pour que les hommes se mettent entre eux à parler à cœur ouvert de ce genre de sujet? Quels conseils pourrait-on tenter de donner à des mecs qui voudraient bien parler par exemple de ça avec leurs amis, mais qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais? J'emprunte ça à Fanny Rouet qui est une, comédienne et podcasteuse aussi que j'aime beaucoup, qui dit, alors je vais mal le retranscrire, mais qui dit souvent, «N'oublie pas que les gens n'en ont rien à foutre» et c'est un peu vrai, en fait. Il y a beaucoup de projections de ce qu'on pense que les gens diraient, que nos potes diraient si on se confiait, à eux sur, de telle ou telle manière et je crois qu'il faut essayer quand même et se dire que les gens, en fait, s'en foutent un peu et une fois que tu ouvres la discussion, alors ça peut être, effectivement sur ton rapport aux femmes, ça peut être, sur ton rapport à la sexualité, une problématique, médicale, pas grave parce que ça dans ces cas-là, il faut voir un professionnel de la santé, mais en tout cas, sur tes doutes, sur des questions sur la sexualité, peut-être être le premier à essayer de discuter avec des potes et voir comment ça prend. Pour avoir justement eu, quelques invités qui m'ont raconté ça, qui effectivement alors c'est une génération un peu plus jeune, que la nôtre, des gens, tu vois, autour de 25 ans qui osaient pas trop en discuter avec leurs potes et un jour, voilà, un partage d'un podcast, par exemple, d'un épisode d'un podcast particulier qui les a interpellés, qui les a touchés, le partager à des potes et leur dire: «Bah, voilà, ça me parle, est-ce qu'on en discute?» et cetera et ils ont été toujours, enfin, j'ai pas eu le contre-exemple, mais toujours, très agréablement, surpris de l'accueil que les proches ont eu. Donc peut-être essayer, déjà juste, de se défaire un peu des craintes et essayer d'en discuter. Après si on vraiment on se sent très bloqué par rapport à ça et ça existe et c'est OK, bah, justement, ne pas hésiter, peut-être à essayer de connecter avec des gens plus, sur les réseaux ou à travers les podcasts et arriver à créer des espaces de discussion, pour se sentir moins seul, ouais. Pour conclure, Anne-Laure Parmentier insiste sur la valeur du témoignage, qu'il se fasse derrière un micro ou ailleurs, parce que les gens qui pensent n'avoir rien à raconter se trompent, et parce que ce qui nous semble anecdotique dans nos propres parcours peut parfois se révéler extraordinaire, ou en tout cas très riche d'enseignements pour d'autres. Tout ce qui touche à l'intime est fondamentalement tout le temps en mouvement. On n'est pas le même ou la même à, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et cetera et le fait de se nourrir de, bah, justement de contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou du podcast, du livre, du film, enfin bon bref, tout ce qu'on a la chance d'avoir nous, animaux, sociaux, ça nous permet quand même, d'avoir des réflexions qui, nous permettent de grandir et de nous nourrir et d'avoir une réflexion qui est poussée. Donc ça va aussi sur l'intime et la sexualité, c'est qu'elle est tout le temps en mouvement, qu'il y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques tant qu'elles sont faites dans le consentement et dans le respect, évidemment, de son ou sa partenaire. C'est ça qui est chouette, c'est que, je pense que si je peux réinviter, les hommes qui ont témoigné à mon podcast dans 5 ans, on sera plus sur les mêmes personnes, ce sera plus les mêmes pratiques, orientations peut-être, enfin j'en sais rien et donc tout le monde a des choses à raconter et c'est ça qui est important de noter. On the Verge, le podcast, c'est plus de 80 épisodes en comptant les hors-séries, et vous pouvez les retrouver un peu partout, sur vos plateformes et applis habituelles. Et pour le livre, direction votre librairie de quartier, vous verrez c'est à la fois très chouette et très riche. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, Aurélie Rodriguez. Montage, Victor Benamou. Je vous souhaite un beau mois d'août. Faites attention à vous et aux autres. À dans 15 jours pour l'épisode 95.